L'hiver 1941. Sur la terre gelée des environs de Moscou, des soldats de la Wehrmacht ramassent les armes des soviétiques tombés au combat et ne les abandonnent pas. Ils jettent leurs propres pistolets mitrailleurs pour conserver ceux de l'ennemi. Ce n'est ni une légende ni de la propagande soviétique. C'est un fait consigné dans les archives militaires allemandes qui continuent de provoquer des débats chez les historiens aujourd'hui encore. Quelle arme avait cette valeur aux yeux de l'ennemi lui-même? La réponse porte un nom, le pistolet mitrailleur Shpagin, conçu par un fils de paysan sans diplôme ni relation qui allait transformer la production d'armes militaires à une échelle sans précédent dans l'histoire de la guerre moderne. Georgi Semyonovitch Shpagin naquit le 29 avril 1897 dans le village de Kliushnikovo, dans le district de Kovrov, gouvernement de Vladimir. Famille paysanne, sans réseau, sans instruction au-delà de l'école paroissiale, la vie d'un tel homme semblait tracée d'avance. Les champs, la maison, le travail des mains jusqu'au dernier jour. Mais depuis l'enfance, Shpagin était habité par une passion presque pathologique pour la mécanique. Il démontait tout ce qui lui tombait sous la main et remontait toujours mieux. La Première Guerre mondiale l'arracha à sa campagne, mais pas pour les tranchées, pour les ateliers d'armement. C'est là qu'il toucha pour la première fois aux armes militaires, réparant, démontant et étudiant chaque pièce avec l'entêtement d'un homme qui sentait que c'était sa vocation. Quand la guerre s'acheva et que le pays entreprit de se reconstruire, Shpagin savait exactement où aller. En 1920, il entra à l'usine de mitrailleuses de Kovrov comme simple ajusteur. C'est là que tout bascula. L'usine employait Vassili Alexeyevitch Dektiarev, l'un des plus grands concepteurs d'armes de l'histoire soviétique. Dektiarev ne remarqua pas tout de suite le jeune ajusteur, mais quand il le fit, il le prit sous son aile sans détour. Shpagin devint sa main droite, absorbant chaque décision technique avec l'acuité d'un mécanicien né, tout en développant progressivement ses propres intuitions de concepteur. Les années de travail commun finirent par porter leurs fruits. En 1938, Shpagin conçut un nouveau mécanisme d'alimentation par bande pour la mitrailleuse lourde sur laquelle il collaborait avec Dektiarev depuis plusieurs années. Ce n'était pas une retouche, c'était une solution d'ingénierie autonome qui transforma les performances de l'arme. Là où le modèle original de Dektiarev utilisait un chargeur tambour de 30 coups aux cadences médiocres, le nouveau système permettait une alimentation continue par bande métallique de 50 cartouches. La mitrailleuse lourde Dektiarev-Shpagin, que les militaires désignaient Deshka, fut adoptée par l'armée rouge cette même année. 2 noms figuraient dans l'intitulé officiel. Cela en disait long sur la réalité de la collaboration. Mais Shpagin savait que son œuvre principale restait devant lui. Et il avait raison. À l'approche de 1940, l'état-major soviétique était confronté à un problème qu'il ne pouvait plus différer. La guerre ravageait l'Europe. La campagne de Finlande avait mis à nu une réalité brutale. L'armée rouge manquait cruellement de pistolets mitrailleurs. L'arme en dotation, le modèle Dektiarev de l'année 1940, était fiable et solide, mais elle présentait un défaut rédhibitoire. Sa fabrication n'était assurée que par une seule usine, le numéro 2 de Kovrov, qui tournait déjà à sa capacité maximale sans parvenir à couvrir les besoins. Le problème ne venait ni des hommes ni de leur engagement. Il venait de la conception même de l'arme. Le pistolet mitrailleur Dektiarev comptait 95 pièces. Fabriquer un seul exemplaire exigeait près de 14 heures machine sur des fraiseuses de haute précision. Son coût atteignait 900 roubles, presque autant qu'une mitrailleuse légère de l'époque. Reproduire cette fabrication ailleurs était pratiquement impossible. Il fallait des spécialistes de très haut niveau et des machines-outils coûteuses disponibles en quantité dérisoire à travers tout le pays. L'état-major ouvrit un concours. Les exigences étaient d'une rigueur absolue. La nouvelle arme devait égaler le modèle Dektiarev sur le plan des performances au combat, se produire nettement plus vite, coûter bien moins cher, et surtout, elle devait pouvoir être fabriquée dans n'importe quel atelier du pays, même le plus éloigné des industries d'armement traditionnelles. Shpagin abordait le problème autrement que ses concurrents. Là où d'autres cherchaient à simplifier des schémas existants, il repartait de zéro. Il se demanda ce qui était strictement nécessaire au fonctionnement fiable d'une arme, et supprima tout le reste sans la moindre concession. Son outil principal devint l'emboutissage à froid de tôle d'acier,
et le soudage par points. La plupart des pièces de son nouveau pistolet mitrailleur ne se fraisaient pas, elles s'emboutissaient sous presse en quelques secondes à peine. Le résultat était stupéfiant. L'arme comptait 87 pièces, moins que son principal concurrent. Mais l'essentiel n'était pas dans ce chiffre, c'était dans le temps de fabrication. Là où le modèle Dekhtiarev exigeait près de 14 heures machine, le Chapagin n'en réclamait que 5,6, révisé par la suite à 7,3 à mesure que la production s'affinait. Pour chaque pistolet mitrailleur Dekhtiarev sorti d'une usine, on pouvait en produire 2 à 2,5 du modèle Chpagin dans le même temps. Et pour cela, pas besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Un ouvrier capable de surveiller une presse à emboutir suffisait amplement. En octobre 1940, les prototypes des candidats au concours arrivèrent sur le polygone d'essai. Chpagin livra 25 exemplaires de son arme. Son concurrent le plus sérieux était le concepteur Shpitalny, dont le modèle briguait lui aussi la sélection. Les essais débutèrent fin novembre dans des conditions délibérément éprouvantes. Cadence de tir soutenue, précision à 200 mètres, fonctionnement sous la boue, dans le sable et par froid intense. Le pistolet mitrailleur Chpagin se comporta de façon irréprochable dans chacune de ses épreuves. Le modèle de Shpitalny ne tint pas la comparaison. Le 21 décembre 1940, le pistolet mitrailleur Chpagin fut officiellement adopté par l'Armée rouge. Avant même cette décision, les ateliers avaient déjà sorti en novembre une première série de 400 exemplaires. Les ouvriers savaient que cette arme était urgente. Ils ne savaient pas encore à quel point. Il restait exactement 6 mois avant le début de la guerre. Le 22 juin 1941, l'Allemagne déclencha contre l'Union soviétique une offensive d'une violence que l'histoire n'avait encore jamais connue. Les groupes d'armées déferlèrent sur tous les axes simultanément. L'armée rouge reculait, perdant des hommes, du matériel et des territoires à une vitesse qui semblait annoncer un effondrement total. Dans ce chaos des premières semaines, la production du pistolet mitrailleur Chpagin aurait pu s'enrayer. Il se passa exactement le contraire. La catastrophe du front fut, de façon paradoxale, le moteur le plus puissant que l'arme pouvait espérer. L'état-major donna l'ordre d'étendre sa fabrication à tous les ateliers capables de travailler la tôle d'acier et d'exploiter des presses à emboutir. C'est ici que la décision fondamentale de Chpagin révéla toute sa portée. Parce que la grande majorité des pièces s'emboutissaient et ne se fraisaient pas, des usines qui n'avaient jamais produit la moindre arme pouvaient être converties en quelques semaines. Des ateliers automobiles, des fonderies, des coopératives artisanales, tous reçurent les plans et se mirent au travail sans délai. Chapagin lui-même s'installa à l'usine de Viatsky Poliani, rebaptisée pour des raisons de sécurité et désignée uniquement par un numéro de code dans les documents officiels. C'est là que se concentra l'essentiel de la production. Il supervisait chaque étape en personne, résolvait les problèmes techniques qui surgissaient inévitablement à mesure que le réseau de fabrication s'élargissait à marche forcée. Les hommes partaient au front, à leur place se levaient des femmes et des adolescents. Les cadences étaient implacables, les postes duraient 12 heures ou davantage, mais les lignes ne s'arrêtèrent pas. Dès 1941, l'industrie soviétique sortit quelques centaines d'exemplaires en novembre, puis 155 000 autres dans les 5 mois qui suivirent. Les commandants sur le front en réclamaient sans cesse davantage. L'arme s'écoulait dès son arrivée, avant même que les soldats aient eu le temps de s'y habituer vraiment. Au printemps 1942, les usines produisaient environ 3000 unités par jour, un rythme que personne n'aurait jugé possible 6 mois plus tôt. Le baptême du feu eut lieu à l'automne 1941, lors des batailles défensives autour de Moscou. Les troupes allemandes se trouvaient à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. La situation était si critique que le 7 novembre, un défilé militaire traversa la place rouge, et les soldats qui y participèrent partirent directement en ligne de front en sortant de la place. C'est dans ces combats que le pistolet mitrailleur Chpagin montra pour la première fois ce pourquoi il avait été conçu. 900 coups à la minute dans un combat urbain rapproché ou dans un affrontement de tranchées donnait aux fantassins soviétiques une supériorité de feu qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Le pistolet mitrailleur standard de la Wehrmacht tirait environ 500 coups à la minute, pratiquement moitié moins. Dans un combat à courte distance, cet écart était mortel. Ce fut particulièrement évident lors des combats de décembre 1941,
quand les troupes soviétiques lancèrent la contre-offensive sous Moscou. Les groupes d'assaut équipés du pistolet mitrailleur Shpagin opéraient dans les localités, délogeant les Allemands des maisons, des caves et des positions fortifiées. La densité de feu permettait littéralement d'écraser l'adversaire, de le clouer au sol pendant que d'autres soldats progressaient. Dans leurs rapports et leurs journaux intimes, officiers et soldats allemands notèrent la même chose. Dans le combat rapproché, le pistolet mitrailleur soviétique surpassait tout ce que leur infanterie possédait. C'est alors que commença l'histoire évoquée au tout début de ce récit. Les soldats de la Wehrmacht ramassaient les pistolets mitrailleurs Shpagin sur les morts et les blessés soviétiques, et ne s'en séparaient plus. Ce n'était ni une exception ni un épisode isolé. Les prises de guerre devinrent si répandues dans les unités allemandes que le commandement de la Wehrmacht fut contraint d'adopter officiellement l'arme sous le nom de Maschinenpistole 717. C'est ainsi qu'elle fut référencée dans les documents militaires allemands. Le calibre soviétique 7,62 par 25 mm n'avait pas d'équivalent de production allemande, si bien que l'arme capturée était utilisée exclusivement avec des munitions soviétiques, récupérées sur les dépôts et les morts. L'année 1942 marqua le vrai tournant industriel. Si les mois précédents avaient vu les usines peiner à trouver leur rythme, la machine tournait désormais à pleine puissance. Cette seule année produisit près d'1 500 000 pistolets mitrailleurs Shpagin. Des milliers d'exemplaires sortaient chaque jour des chaînes à travers tout le pays, de Moscou à Vladivostok, d'Ijevsk à Alma-Ata. La géographie de la fabrication couvrait le territoire soviétique d'un bout à l'autre. Avec cette montée en cadence, apparurent les premières failles sérieuses, celles dont on évitait de parler ouvertement. Comme les sites de production s'étaient multipliés et que le contrôle qualité fléchissait inévitablement en temps de guerre, des écarts visibles apparurent entre les différentes séries. Un chargeur-tambour fabriqué dans une usine pouvait ne pas s'adapter au pistolet mitrailleur sorti d'une autre. L'interchangeabilité, pourtant l'un des principes essentiels d'une production militaire de masse, n'était pas toujours garantie dans les faits. Les soldats au front trouvaient leur propre solution. Ils limaient, pliaient, ajustaient. L'armée se battait avec ce qu'elle avait, et elle se battait bien. Le chargeur-tambour de 71 cartouches posait un problème à part entière. Le remplir dans les conditions du terrain était une véritable épreuve. Il fallait le démonter et renverser des cartouches dans la boue d'une tranchée ou sous le feu ennemi pouvait laisser un soldat sans rien en main au pire moment. Les combattants aguerris préféraient les chargeurs droits de 35 cartouches, plus rapides à charger et sans manipulation compliquée. Le tambour, malgré sa capacité imposante, perdit peu à peu la faveur de la première ligne, sans qu'aucun ordre ne soit jamais nécessaire pour constater ce glissement. Mais tout cela relevait des difficultés ordinaires avec lesquelles on composait, car sur l'essentiel, le pistolet mitrailleur Shpagin ne décevait jamais. Il fonctionnait dans la boue, la poussière, les grands froids à moins 40 degrés, là où bien des armes étrangères connaissaient des enrayages et des pannes. La conception était si robuste que des soldats l'entretenaient littéralement en marchant, sans outils ni temps disponible. Le démontage prenait quelques secondes, le remontage à peine plus. Un homme qui prenait cette arme en main pour la première fois pouvait en maîtriser le fonctionnement en quelques minutes. À la fin de 1942, le pistolet mitrailleur Shpagin était devenu l'arme de ce type la plus produite au monde, et l'épreuve la plus extrême qu'elle allait jamais connaître se préparait dans une ville sur la Volga dont le nom allait entrer dans l'histoire, Stalingrad, l'automne 1942. La ville avait cessé d'être une ville au sens ordinaire du terme. C'était un labyrinthe de murs calcinés, de briques pulvérisées, de caves et de cages d'escalier où chaque mètre se payait en vies humaines. La ligne de front passait littéralement à travers les étages d'un même immeuble, le rez-de-chaussée tenu par les Allemands, les étages supérieurs par les Soviétiques. Dans ces conditions, la tactique classique de l'infanterie mourut dans les premières semaines. Ce qui régnait ici, c'était le combat à bout portant, et dans ce combat, gagnait celui qui tirait le premier et le plus. Le commandement soviétique fit le choix des groupes d'assaut, de petites unités de 6 à 8 hommes, armés principalement de pistolets mitrailleurs, de grenades et de couteaux. Un tel groupe pouvait se glisser par une brèche ouverte dans un mur, nettoyer une pièce, ressortir par une fenêtre et attaquer d'une autre direction avant que l'adversaire n'ait eu le temps de se regrouper.
Dans un espace confiné, 900 coups à la minute devenaient une arme absolue. Les soldats allemands, habitués au combat en terrain ouvert sur de larges fronts, se retrouvèrent dans les ruines de Stalingrad face à un enfer pour lequel ils ne possédaient ni la tactique ni l'armement adapté. Vassili Zaïtsev, le tireur d'élite devenu légende de la bataille de Stalingrad, décrivit dans ses mémoires comment les groupes d'assaut armés du pistolet mitrailleur Shpagin opéraient en tandem avec les snipers. Pendant que les soldats au pistolet mitrailleur créaient un rideau de feu et forçaient l'ennemi à se terrer, le tireur d'élite visait ceux qui osaient se montrer. C'était un système méthodique et froid, né directement dans les décombres de la ville. Le commandement allemand voyait les pertes s'accumuler et le comprenait. Dans le combat rapproché, son infanterie était en difficulté. Le pistolet mitrailleur standard de la Wehrmacht tirait environ 500 coups à la minute, pratiquement moitié moins que le modèle soviétique, et ses chargeurs de 32 cartouches se vidaient vite. La réponse semblait naturelle, exploiter les prises de guerre. Mais une difficulté technique sérieuse se posait aussitôt. Les armes allemandes chambraient le 9 mm, alors que le pistolet mitrailleur Shpagin tirait le 7,62 par 25 mm soviétique. Deux munitions radicalement différentes, deux systèmes d'alimentation incompatibles. Les armuriers de la Wehrmacht trouvèrent la solution. Ils conçurent un adaptateur de chargeur permettant d'utiliser le pistolet mitrailleur Shpagin avec la cartouche allemande de 9 mm, en remplacement du canon d'origine. Les armes ainsi transformées reçurent officiellement la désignation Maschinenpistole 41, à distinguer des trophées intacts désignés Maschinenpistole 717. Ces conversions s'effectuaient directement dans les ateliers de campagne de la Wehrmacht. L'ampleur du phénomène fut telle que dès 1943, des dizaines de milliers de pistolets mitrailleurs Shpagin transformés se trouvaient en dotation dans des unités allemandes sur le front de l'Est. L'ennemi ne se contentait plus de ramasser l'arme soviétique, il en organisait la reconversion systématique. Des manuels d'utilisation en langue allemande furent imprimés et distribués dans toute la Wehrmacht pour les trophées des deux variantes. Pendant ce temps, dans les arrières soviétiques, une autre tension montait. Un jeune concepteur, Alexei Ivanovitch Soudaev, venait de proposer un pistolet mitrailleur d'un type nouveau. Le modèle Soudaev était encore plus simple à fabriquer, moins coûteux en matières premières et pesait sensiblement moins lourd. Les essais militaires montrèrent qu'il n'avait rien à envier au pistolet mitrailleur Shpagin en termes de fiabilité et qu'il lui était supérieur en maniabilité dans plusieurs situations. Il semblait logique que les jours de l'arme de Shpagin soient comptés, mais c'est là qu'intervint la logique impitoyable de la production de guerre. Modifier une chaîne de fabrication qui sortait des millions d'unités en plein conflit, cela signifiait arrêter les convoyeurs, recycler les ouvriers, reconfigurer les outillages. L'état-major refusa de prendre ce risque. Le pistolet mitrailleur Shpagin continua d'être fabriqué aux mêmes cadences, et le modèle Soudaev entra en production de façon parallèle sans jamais évincer son prédécesseur avant la fin des hostilités. Ce choix n'était dicté par aucune préférence technique, seulement par la logique brutale d'une guerre totale. Sur le front, le tournant de Stalingrad se précisait. En novembre 1942, l'opération Ouranos encercla la 6e armée allemande. Les troupes du maréchal Paulus, prises dans l'étau, tentèrent de tenir leur position dans un froid qui descendit jusqu'à moins 30 degrés. Le pistolet mitrailleur Shpagin continuait de fonctionner dans ces températures sans défaillance notable. Les armes allemandes, conçues pour des conditions d'emploi plus tempérées, connaissaient davantage de difficultés par grand froid. Les soldats soviétiques, qui menaient les assauts de nettoyage à travers les poches de résistance, en notèrent la différence dans les faits. Le 2 février 1943, la 6e armée capitula. Ce fut le tournant militaire que l'on sait, mais pour le pistolet mitrailleur Shpagin, Stalingrad marqua aussi autre chose, la démonstration que l'arme était taillée pour exactement ce type de guerre que le XXe siècle avait inventé. Pas la guerre de mouvement des grandes plaines, pas les échanges à longue portée entre positions bien délimitées, mais la guerre dans les ruines, dans les caves, dans les couloirs, là où la distance entre deux ennemis se mesurait en quelques pas et où la survie tenait à une fraction de seconde. 1943 apporta une nouvelle dimension d'emploi. Après la victoire sur la Volga, les opérations soviétiques basculèrent vers l'offensive.
Dans ces avances rapides, où les colonnes d'infanterie couvraient parfois plusieurs dizaines de kilomètres par jour, une arme légère et robuste, avec une réserve de munitions importante, valait son pesant d'or. Un soldat pouvait emporter plusieurs chargeurs droits sans se surcharger, et ouvrir le feu immédiatement lors d'un contact imprévu, sans la moindre préparation préalable. À Koursk, au cours de l'été 1943, l'infanterie soviétique opéra en liaison étroite avec les blindés. Le pistolet mitrailleur Shpagin s'imposa là encore comme indispensable. Les soldats montés sur la carapace des chars avaient besoin d'une arme maniable, utilisable d'une seule main en mouvement, prête à l'emploi dès la mise à pied. Le fusil réglementaire ne convenait pas à ce rôle. Le pistolet mitrailleur Shpagin devint l'armement standard de ces unités de débarquement blindées et le resta jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de 1943, la production cumulée avait dépassé 4 millions d'exemplaires. Cette arme était partout, entre les mains des fantassins, des éclaireurs, des partisans, des servants de chars, des officiers et des simples soldats. Les photographies de cette époque montrent invariablement la même silhouette. Un combattant soviétique avec son pistolet mitrailleur, le chargeur tambour en place. Cette image allait traverser les décennies, bien au-delà de la guerre qui l'avait fait naître. Avril 1945. Les armées soviétiques débouchèrent sur les approches de Berlin. Devant elles s'étendait le dernier assaut de la guerre. Une ville qu'Hitler avait ordonné de défendre jusqu'à la dernière cartouche, jusqu'au dernier soldat, jusqu'au dernier pan de mur. Berlin avait été préparé à la résistance pendant plusieurs mois. Les rues barrées de barricades, les caves transformées en blocos, chaque îlot d'immeubles converti en point d'appui fortifié. Le commandement allemand comptait que les combats de rue épuiseraient les assaillants et feraient de chaque quartier un charnier pour l'infanterie soviétique. Ce calcul n'était pas sans fondement. Berlin n'était pas Stalingrad. C'était une métropole moderne, aux larges avenues, aux immeubles de pierre massive, avec un réseau étendu de métro et d'égouts permettant aux défenseurs de se déplacer sous terre et de surgir dans le dos des assaillants. L'état-major soviétique le savait. C'est précisément pourquoi il misait à nouveau sur les groupes d'assaut. Et c'est précisément pourquoi le pistolet mitrailleur Shpagin allait de nouveau être l'arme centrale de cette bataille. Le 16 avril 1945, l'opération offensive de Berlin fut déclenchée. Le maréchal Georgi Konstantinovitch Zhukov lança ses troupes à l'assaut des hauteurs de Zelo, une ligne fortifiée qui barrait l'axe vers Berlin. Les combats pour ces hauteurs durèrent 4 jours et coûtèrent des pertes sévères des deux côtés. Quand les hauteurs tombèrent, les colonnes soviétiques se mirent en mouvement vers la ville. Dès le 21 avril, les éléments avancés pénétrèrent dans la banlieue berlinoise. Ce que les soldats soviétiques allèrent appeler simplement le hachoir de Berlin commença alors. Chaque immeuble constituait un combat distinct. Les groupes d'assaut s'engouffraient par des brèches ouvertes dans les façades par les sapeurs ou les canons de chars, puis progressaient étage par étage, pièce par pièce. Dans ces conditions, le pistolet mitrailleur Shpagin n'avait pas d'équivalent. La densité de feu à courte distance réglait tout. Les défenseurs allemands, épuisés, privés de ravitaillement régulier, mélangés aux unités du Volkssturm composées de vieillards et d'adolescents, ne pouvaient pas tenir face à une telle pression. Les combats dans les tunnels du métro berlinois formèrent un chapitre à part. Dans les derniers jours d'avril, le commandement allemand décida d'inonder les galeries de la ligne souterraine, espérant couper les voies de progression soviétiques sous la ville. Les tunnels furent effectivement noyés, mais les groupes d'assaut soviétiques se reportèrent simplement en surface et continuèrent leur avance. Le pistolet mitrailleur Shpagin opérait dans des conditions que rien d'autre ne gérait mieux. Des caves obscures, des couloirs étroits, des affrontements soudains à quelques pas de distance, sans recul possible ni angle de tir dégagé. Le 28 avril, les unités soviétiques atteignirent le Reichstag. Le bâtiment avait été transformé en forteresse. Des murs de pierre épais, des meurtrières à chaque étage, plusieurs centaines de défenseurs avec l'ordre de tenir jusqu'au bout. L'assaut du Reichstag fut l'un des épisodes les plus violents de toute l'opération berlinoise. Les soldats soviétiques pénétrèrent à l'intérieur par des fenêtres et des brèches, se battirent dans les couloirs et les salles, montèrent des escaliers sous un feu continu. Dans ces espaces où la distance entre adversaires se mesurait en mètres, le pistolet mitrailleur Shpagin était le seul choix raisonnable. Les groupes d'assaut progressaient pièce après pièce, jusqu'à ce que dans la nuit du 30 avril au 1er mai, le drapeau rouge soit hissé sur le dôme.
Ce sont précisément les photographies du Reichstag qui fixèrent l'image la plus puissante de l'arme dans la mémoire collective. Le soldat soviétique, avec son chargeur tambour devant le bâtiment conquis, cette image fut reproduite dans le monde entier. Elle n'était pas le fruit du hasard. En mai 1945, la production cumulée du pistolet mitrailleur Shpagin atteignait environ 6 millions d'exemplaires. Un fantassin soviétique sur deux, dans les dernières semaines de la guerre, portait cette arme. Le 9 mai 1945, la guerre en Europe prit fin. Le pistolet mitrailleur Shpagin l'avait traversé depuis les premières batailles défensives devant Moscou jusqu'au dernier coup de feu dans les caves berlinoises. Mais ce qui allait suivre n'était pas moins remarquable, et bien moins connu. Les entrepôts soviétiques débordaient, des millions de pistolets mitrailleurs Shpagin remplissaient les arsenaux à travers tout le pays, et la logique des blocs qui se constituaient poussait à les redistribuer. Les nouvelles armées du camp socialiste avaient besoin d'armes. Le pistolet mitrailleur Shpagin était bon marché, simple d'entretien et disponible en quantité considérable. Il fut expédié par convoi entier vers les pays alliés et commença ainsi une deuxième existence que son concepteur n'avait certainement pas anticipée. En juin 1950, l'armée nord-coréenne franchit la frontière et fonça vers le sud. L'infanterie nord-coréenne était équipée de matériel soviétique et le pistolet mitrailleur Shpagin y tenait une place de choix. Les soldats américains qui rencontrèrent cette arme pour la première fois dans les montagnes et les rizières coréennes furent désagréablement surpris. La densité de feu de l'infanterie nord-coréenne dans les combats à courte portée dépassait leurs prévisions. Dans les rapports militaires américains de l'époque, les analystes soulignèrent particulièrement l'efficacité du pistolet mitrailleur soviétique lors des attaques nocturnes, que les unités nord-coréennes pratiquaient avec une régularité qui déstabilisait les défenses alliées. La Chine entra en guerre à l'automne de cette même année avec ses propres volontaires, et ceux-ci utilisaient massivement le pistolet mitrailleur Shpagin. Plus encore, la Chine avait lancé sa propre production sous licence de l'arme, sous la désignation Type 50. Cette copie était quasi identique à l'original soviétique, avec de légères différences de finition et un chargeur droit de 35 cartouches comme équipement standard. Le Type 50 fut fabriqué en grande série et se diffusa ensuite à travers le monde au fil des livraisons militaires chinoises à des alliés et à des mouvements de guérilla. Le Vietnam constitua le chapitre suivant. Pendant toute la durée du conflit, d'abord contre les forces coloniales françaises, puis contre les Américains, les combattants du Viet Minh et du Front National de Libération du Sud-Vietnam utilisèrent abondamment le pistolet mitrailleur Shpagin et son équivalent chinois. La jungle et les systèmes de tunnels du théâtre vietnamien étaient un terrain parfait pour cette arme. Distance courte, contact soudain, nécessité d'ouvrir le feu sans la moindre préparation. Les soldats américains tombés dans des embuscades en sous-bois dense reconnaissaient le crépitement aigu et rapide du pistolet mitrailleur Shpagin, impossible à confondre avec autre chose. Au Moyen-Orient, le pistolet mitrailleur Shpagin fit son apparition dans plusieurs conflits presque simultanément. Lors des guerres arabo-israéliennes des années 50 et 60, cette arme se retrouva des deux côtés de la ligne de front. Les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes reçurent du matériel soviétique dans le cadre de l'aide militaire et le pistolet mitrailleur Shpagin en faisait partie. Les forces israéliennes capturèrent des exemplaires en quantité et les réutilisèrent elles-mêmes sans hésiter, répétant presque mot pour mot ce que les soldats de la Wehrmacht avaient fait 20 ans plus tôt sous Moscou. En Afrique, l'arme se retrouva entre les mains les plus diverses. Les guerres d'indépendance, les conflits civils, les affrontements armés qui suivirent la décolonisation, partout où parvenait l'aide militaire soviétique ou chinoise, le pistolet mitrailleur Shpagin arrivait avec elle. En Angola, au Mozambique, au Congo, des formations armées de toutes obédiences l'utilisèrent pendant des décennies. La simplicité de construction faisait son œuvre. Une arme conçue en 1940 continuait de tirer 30, 40, 50 ans plus tard, sans exiger de pièces introuvables ni de techniciens spécialisés. L'Afghanistan ajouta une page inattendue. Pendant la guerre soviéto-afghane, qui dura de 1979 à 1989, les Moudjahidines utilisaient un armement hétéroclite venu de sources multiples, et parmi ces armes se trouvaient des pistolets mitrailleurs Shpagin, ceux qui étaient restés en Afghanistan depuis les livraisons soviétiques des années 50 et 60, ainsi que ceux que les filières chinoises avaient acheminés.
Des soldats soviétiques découvrirent ainsi qu'ils affrontaient, dans les gorges de l'Hindoukouche, une arme que leur grand-père avait tenue sous Stalingrad. Mais l'épisode le plus inattendu de la biographie posthume du pistolet mitrailleur Shpagin ne tient pas à un grand conflit, il tient à un effondrement. Quand l'Union soviétique se désintégra au tournant des années 90, une vague de conflits ethniques et régionaux déferla sur l'ensemble du territoire. Les arsenaux s'ouvrirent ou furent ouverts de force et des armes de toutes les époques se répandirent dans la nature. Le pistolet mitrailleur Shpagin se retrouva à nouveau en service actif, au Karabakh, en Transnistrie, en Géorgie, au Tadjikistan. Des miliciens et des volontaires qui manquaient d'armes modernes prenaient ce qui était disponible. Une arme imaginée en 1940 se battait dans les années 90 sur les décombres de l'État qui l'avait créé. Officiellement, l'armée soviétique avait retiré le pistolet mitrailleur Shpagin du service actif dès 1951, au profit de la Kalachnikov et d'autres modèles plus récents. Le pistolet mitrailleur Soudaev, qui lui avait disputé la place pendant la guerre, avait lui aussi disparu des arsenaux réguliers. Mais si la Kalachnikov prit la relève dans les armées conventionnelles, le pistolet mitrailleur Shpagin continua de servir bien au-delà de cette date dans les formations irrégulières, chez les partisans et les insurgés, sur tous les continents où le matériel soviétique avait atterri. Le dernier épisode de combat documenté avec cette arme sur l'espace post-soviétique remonte au milieu des années 90. L'arme avait alors plus de 50 ans et elle fonctionnait encore. Georgi Semyonovitch Shpagin ne vécut pas assez longtemps pour voir la plupart de ces épisodes. Il mourut le 6 février 1952 à Moscou à 54 ans, un peu plus d'un an après que son arme eût été officiellement retirée du service. L'État soviétique lui avait décerné le titre de héros du travail socialiste et le prix Staline de deuxième classe, les plus hautes distinctions qu'un régime put accorder à un fils de paysan devenu ingénieur sans université ni réseau. Des rues portèrent son nom, son portrait entra dans les manuels. Mais le vrai monument de Shapagin, c'est l'arme elle-même, portée par 6 millions de soldats, ramassée par l'ennemi qui la reconnaissait meilleure que la sienne, copiée par au moins 2 pays, utilisée sur 4 continents pendant plus d'un demi-siècle. Ce que Shapagin avait compris, là où d'autres ne voyaient qu'une question d'ingénierie, c'est qu'une arme de guerre n'existe pas en laboratoire. Elle existe dans la boue, dans le froid, dans les mains d'un homme épuisé qui n'a pas dormi depuis 3 jours et qui n'a pas le temps de chercher l'outil pour nettoyer son arme. Elle existe sur une chaîne de fabrication tenue par une femme de 40 ans qui n'avait jamais vu une presse à emboutir avant juin 1941. Ce double impératif, fonctionner dans n'importe quelle condition, se fabriquer dans n'importe quel atelier, était la véritable innovation du pistolet mitrailleur Shpagin. Pas une révolution mécanique, mais une révolution de méthode, accomplie au moment précis où elle était indispensable. Il y a quelque chose de vertigineux à suivre le parcours de cette arme depuis les ateliers de Viatske Poliani jusqu'au tunnel de Hanoï, depuis les ruines du Reichstag jusqu'aux gorges afghanes. Chaque fois qu'on l'a retrouvée, dans des mains différentes, sur un continent différent, dans une guerre différente, elle faisait la même chose, elle tirait. Sans cérémonie, sans défaillance. Une arme réussie n'est pas celle qui impressionne sur le papier, c'est celle que personne ne veut lâcher, pas même l'ennemi qui vient de la ramasser sur un mort. Le pistolet mitrailleur Shpagin répondit à cette définition pendant plus d'un demi-siècle, sur tous les théâtres de guerre où le destin l'avait conduit. Si cette histoire vous a intéressé, l'équipe de l'Arsenal de l'Histoire vous invite à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Chaque semaine, nous revenons sur les armes, les hommes et les batailles qui ont façonné l'histoire militaire mondiale.